Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce changement d'horaire. Bon, vous avez vu que le ministre avait besoin de la salle à 11 heures, donc bon, on s'est gentiment, on lui a gentiment laissé la place et on se retrouve à 13 heures. Par contre, malheureusement, entre-temps, on a perdu deux intervenants qui ne pouvaient pas à ce nouvel horaire, donc on excuse Laure Millet et Dr Frédéric Martineau qui ne pourront pas être présents à cette table ronde. Mais on est quand même un certain nombre avec beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Donc, je vais vous présenter donc, Stéphanie Combe, qu'on connaît tous, je crois maintenant, diplômée de l'école polytechnique et de l'ENSAE de Paris et de la Paris School of Economics. Vous intégrez en 2010 la direction générale du Trésor en vous penchant sur les questions liées aux politiques énergétiques. Vous coordonnez ensuite une équipe chargée de la production de prévisions à court terme de l'évolution du PIB en France. Avant de rejoindre en 2014 l'INSEE, vous avez été en charge de la création de l'activité Big Data, qui préfigurera la création du laboratoire d'innovation de l'INSEE. Puis vous avez été chef du Lab Santé à l'adresse et rapporteur de la mission de préfiguration du Health Data Hub. C'est là où on vous a découvert, je dirais presque dans le monde de la santé, dont l'objectif est de faciliter l'accès aux données sur la santé pour la recherche et l'innovation. Health Data Hub, dont vous êtes la directrice générale depuis la création. Laurence Huin. Donc vous avez rejoint le cabinet Houdard et Associés en septembre 2020 en tant qu'associé en charge du pôle santé numérique. Avocate, vous avez initialement exercé au sein de cabinets parisiens une activité de conseil auprès d'acteurs du numérique, que ce soit côté prestataire que client. Fort d'une solide formation en droit des TIC, vous avez développé une expertise juridique et technique en matière de projets numériques. Vous êtes ainsi régulièrement sollicité auprès des acteurs publics privés pour les conseiller et les assister dans leurs problématiques contractuelles et précontentieuses. Et par ailleurs, vous êtes DPO de la Fédération hospitalière de France. Gérard Raymond, bonjour. À l'âge de 35 ans, vous êtes diagnostiqué diabétique de type 1. C'est un virage dans votre vie puisque vous surmontez les contraintes liées à la maladie par une pratique assidue du sport. Ce qui vous amène à créer successivement diverses associations pour promouvoir le développement de l'activité physique et sportive chez les personnes atteintes de diabète. C'est dans ce cadre que vous mettez en place un partenariat avec l'Association française des diabétiques, dont vous rejoignez le bureau national en 1998. En 2019, vous êtes élu président de France Asso Santé et élu vice-président du Health Data Hub. En 2021, vous êtes nommé au Conseil économique, social et environnemental et promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Jean-François Lefebvre, lauréat de la faculté de droit de Bordeaux, ancien élève de l'ENSP, devenu EHESP en tant que directeur d'hôpital. Vous commencez votre carrière au CHU de Nîmes, vous occupez différentes fonctions, notamment celle de DSI. J'ai retenu celle-ci, Jean-François, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais celle-ci nous intéresse particulièrement. Vous recevrez d'ailleurs le premier prix de l'innovation hospitalière avec le projet de télémédecine Maternet. Puis vous rejoignez le CHU de Nice, serez nommé DG du CHU de Cannes en 2007. Vous avez conduit l'opération de Nouvel Hôpital, inaugurée en 2011, et plusieurs projets de coopération territoriale. Vous êtes directeur général du CHU de Limoges depuis décembre 2015, administrateur du GCS Nova qui réunit les CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers, chargé du numérique au sein de la conférence des DG de CHU, et membre du conseil d'administration du Health Data Hub depuis sa création en tant que représentant du monde hospitalier public. Alexandre Benstock, recherche d'affiche, cofondateur de la société EVA, spécialisée dans l'analyse et le traitement des données de santé depuis une quinzaine d'années. Vous êtes membre personnalité qualifiée de l'Assemblée générale du Health Data Hub, co-animateur du groupe technique données de santé en vie réelle de l'AFCROS. L'Association française des CRO. Des CRO. Ouais, c'est quoi les CRO? C'est les sociétés qui font les études cliniques. Bravo, c'est un bel acronyme, AFCROS. Bureau d'études sur la data pour les acteurs pharma, amont et post-commercialisation, institutionnels, établissements, activités PMSI et autres, et consommation de dépenses médicales, pharma, etc., assurance maladie, article 51. Voilà, donc on ne présentera pas le docteur Frédéric Martineau, qui ne peut malheureusement pas nous rejoindre, ni Laure Millet, qui sont donc excusés.
Ma première question sera pour notre président de France Asso Santé, puisque on est dans un secteur où le patient est bien sûr au cœur de nos préoccupations, de nos problématiques, de nos projets. Mais au fond, est-ce que les patients ils se sentent proches de ces questions des données de santé, ou finalement très éloignés, ou ils s'en moquent, ou ils sont plutôt opposés ? Merci pour cette invitation. Et effectivement, la crise sanitaire a fait prendre conscience à l'ensemble des usagers de la santé de ce que pouvait représenter le numérique en santé et les données de santé. Alors, on a plusieurs, évidemment, grades de compréhension. Je pense qu'on a fait un sondage au sein de France Asso Santé il y a quelques semaines où on obtient entre 70 et 80% des usagers de la santé qui disent avoir une certaine appétence pour ces nouvelles technologies, pour les données de santé, particulièrement pour la facilitation des prises de rendez-vous, etc., des consultations à distance, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même une large majorité des citoyens qui trouvent que ces nouvelles technologies apportent une amélioration dans le contact qu'ils peuvent avoir avec les professionnels de santé, le système de santé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, ce sont les associations qui représentent ces usagers de la santé, qui ont quand même une acculturation un peu plus élevée, et qui disent qu'effectivement, ces données de santé peuvent permettre certes d'améliorer sa propre santé, mais aussi d'améliorer le système de santé, ou tout au moins aussi de faire de la recherche dans le cadre des communautés de patients. Et ça, la condition première et non négociable que les associations et les usagers de la santé regroupés posent, c'est d'abord de faire avec eux, avec nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est effectivement nous garantir une sécurité des données de santé. Et la deuxième chose, c'est de nous garantir la sécurité des stockages et la sécurité santé. Et la deuxième chose, c'est de nous garantir que ces recherches sont faites avec une éthique, une déontologie qui correspondent effectivement à des recherches de santé publique, de l'amélioration de l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est pour nous extrêmement important. Et on voit bien aujourd'hui se développer cette stratégie-là où nous sommes plus participants que représentants, et c'est une bonne chose. Ça nécessite effectivement là aussi un travail au sein de nos propres associations pour bien comprendre ce que représentent les données de santé, la stratégie nationale de santé avec l'ensemble des secteurs. Et c'est pour nous un axe extrêmement important de pouvoir participer à l'élaboration de cette stratégie-là, de pouvoir être aussi des acteurs à l'acculturation de l'ensemble de nos concitoyens sur les nouvelles stratégies, sur les nouveaux outils qui sont en train de se mettre en place, que ce soit mon espace santé et bien d'autres. Donc je pense qu'il faut faire d'une façon graduelle, d'abord convaincre l'ensemble de nos concitoyens que leurs données de santé bien sécurisées, bien entreposées, peuvent leur permettre de mieux se soigner. Et là, on voit bien une certaine appétence à ce système-là. Donc il va falloir le garantir. En s'appuyant sur ce côté favorable, c'est de leur dire demain, ces données anonymisées, sécurisées, vont pouvoir effectivement améliorer la recherche sur votre pathologie, mais aussi peut-être aussi sur l'organisation de notre système de santé et au-delà. Et ça, c'est une marche qu'il nous faut conquérir aujourd'hui, et elle ne gagnera. Cette marche-là, on ne la gagnera que si on crée évidemment ce climat de confiance. Et ce climat de confiance doit se faire en toute transparence avec la participation des usagers de la santé. Merci beaucoup. On reviendra sur ces questions éthiques en fin de conférence. Jean-François, est-ce que cette évolution autour de la donnée de santé, c'est quelque chose qui se ressent à l'hôpital ? Oui, fortement. Enfin, on est tous présents pour en témoigner. Notre ministre disait ce matin, il y a quelques mois, 10 000 consultations, téléconsultations par semaine. 1 million pendant la crise sanitaire. Donc ces chiffres, comme les suivis qui ont été organisés à domicile, par tablette, tout ceci a beaucoup contribué à garder un lien dans la relation entre soignant-soigné, déterminante pendant cette période-là. Et il en reste quelque chose, on ne reviendra pas en arrière. Donc la perception du patient, comme on la partage nous-mêmes, ou ce que nous, soignants, avons pu faire, donne effectivement un ressenti très très positif de tous à l'égard du numérique. Alors c'est vrai que cette perception, elle peut être aussi un peu ambivalente, parce que le patient à titre individuel, Gérard Raymond le disait, il va trouver un intérêt parce que c'est un lien qu'il a parfois plus facilement avec des distances
qui permet à nos patients de ne pas venir systématiquement à l'hôpital. On a vu que ça pouvait être possible. Mais parfois à titre collectif ou dans le cadre parfois de structures organisées ou associatives, il y a des critiques ou il y a des réserves ou il y a des craintes qui s'expriment, même si elles ne sont pas une fois encore exprimées à titre individuel. Alors c'est vrai que le numérique, on en voit tous les avantages et on ne reviendra pas dessus, qu'on soit soignant ou qu'on soit soigné. On a des interrogations, des craintes, bien sûr, par rapport à une population qui peut être âgée, qui peut être précaire, qui n'auront pas accès aussi à ces outils, qui n'auront pas un usage facilité. Donc on voit bien qu'il y a encore un travail à faire. Et je reprendrai le terme de Gérard Raymond. Il y a une confiance qui est à travailler. Elle est sans doute acquise déjà à l'hôpital public parce que je crois que la population confie, on le sait, beaucoup de confiance à l'hôpital public. On peut être acteur dans ce cadre-là, mais il y a encore un travail à faire pour aller un peu plus loin. Oui. Merci. Laurence, est-ce que ces changements, est-ce que vous constatez que tous ces changements autour du numérique globalement et pourquoi pas autour de la donnée de santé s'accompagnent d'une certaine judiciarisation ou est-ce que globalement la confiance dont parlait Jean-François à l'instant, elle est clairement infusée dans la population française et on ne la constate pas? Alors, si on reste focalisé sur les patients, pour qu'il y ait judiciarisation, il faut qu'ils aient connaissance, il faut qu'ils aient une information. On a le fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données, qu'on ne présente plus, qui a permis... Voilà, c'est peut-être mieux. Qui a permis de prévoir une communication aux personnes concernées, aux patients, notamment quand il y a une violation de données. Donc, ils seront informés, et on l'a vu là dans l'actualité, concernant le secteur de la santé, avec la PHP, avec France Test, des Français ont reçu des notifications et se sont emparés de ce sujet et du sujet un peu plus large de la cybersécurité. Une fois qu'ils sont informés, eh bien, comment ils l'exercent? Là, on a les données de la CNIL dans son dernier rapport d'activité qui précise qu'il y a quand même eu plus de 62% en augmentation de plaintes qui ont été déposées. Donc les Français vraiment commencent à s'emparer de ce sujet sur les données de santé. Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils ont comme recours? Alors, évidemment, ils peuvent aller devant les juridictions, demander réparation de leurs préjudices, mais il y a aussi cette nouvelle possibilité qui est d'exercer une action de groupe contre un responsable de traitement, un sous-traitant. Donc ça aussi, ça donne du poids. Alors après, concernant les acteurs de la santé, pour l'instant, on note quand même une certaine indulgence. Ça se voit dans la récente mise en demeure de la CNIL pour France Test. La question, c'est est-ce que cette indulgence, elle va durer? Est-ce qu'elle va durer côté autorité de contrôle et côté français? Et ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà qui est intéressant pour l'avenir. Stéphanie, je voulais vous poser la question de savoir si vous associez les usagers sur ces questions, mais je crois que Gérard a répondu à ma question avant même que je ne la pose. Donc, par contre, je vais vous poser une question qui sera peut-être plus une colle. Écoutez bien. En travaillant sur de très larges volumes de données, en accélérant leur ouverture à des fins de recherche, j'en suis convaincu, nous inventerons la médecine de demain ici en France. Alors Stéphanie, qui a prononcé cette phrase et où en sommes-nous ? Alors, c'est le président de la République qui a prononcé cette phrase au moment de la remise des recommandations du CSIS, donc les industries en santé, pour améliorer la compétitivité française sur ces sujets-là. Et donc, peut-être que pour revenir juste sur ce qu'est le Health Data Hub, même si tu pars du principe que tout le monde connaît, c'est une structure publique qui a un petit peu moins de 2 ans et qui vise à faciliter l'accès aux données de santé, déidentifier bien sûr pour la recherche, donc pour des projets qui visent l'intérêt public et dans le respect des droits des citoyens. Donc Gérard a parlé beaucoup de mon espace santé. Pour revenir peut-être sur cette implication des usagers une minute, la donnée de santé, c'est quelque chose de très vaste et je pense qu'on a parfois aussi un peu de mal à identifier les différents domaines. Donc il y a l'utilisation des données pour le patient dans le cadre de sa prise en charge et mon espace santé est un projet majeur à ce titre-là et le DMP auparavant en était, j'imagine, on peut dire la préfiguration. Le Health Data Hub, on est sur la réutilisation secondaire des données. Donc, il y a un véritable enjeu à embarquer les usagers parce que c'est moins évident ce que ça veut dire la réutilisation secondaire des données, parce que ça leur bénéficie aussi,
Mais dans un second temps, après que la recherche se soit faite, si on a développé un logiciel qui appuie le professionnel de santé, il faut le temps de le développer, le certifier, le mettre en production. Et le patient, quand il est pris en charge, il n'a même pas conscience, si ça se trouve, que son diagnostic est mieux posé grâce à un logiciel. Donc je pense que c'est quand même hyper important d'embarquer les usagers pour leur faire comprendre tout ça. D'un point de vue, évidemment, respect des droits, parce que même si la donnée n'est pas personnelle quand elle n'est pas nominative, quand elle est réutilisée à des fins de recherche, elle reste personnelle, même déidentifiée, puisqu'elle est individuelle et elle est très précise. Donc il faut s'engager vis-à-vis des citoyens à les traiter dans le respect de l'intérêt public, de la transparence, de l'exercice des droits et de la cybersécurité. Et on a travaillé avec Gérard avant même la création du Hub, avec un groupe de travail citoyen sur une note d'engagement pour expliquer ces différents concepts et comment ils sont mis en œuvre au niveau du Health Data Hub. Et au-delà de ça, on a décidé au Health Data Hub, ce qui est peut-être un peu exotique, mais de mettre en place une direction citoyenne, parce qu'on trouvait que la participation des associations ou des usagers se faisait très souvent par le prisme du juridique, qui est essentiel, et de la technique à travers la cybersécurité, alors qu'il y a aussi besoin de les embarquer sur les bénéfices. Les usagers du système de santé, c'est aussi eux qui peuvent exiger que la recherche aille plus vite pour améliorer leur santé et développer les meilleures applications pour identifier des tumeurs automatiquement, des choses comme ça. Donc on a décidé de mettre en place cette direction pour écouter le citoyen, le former et monter des partenariats directement avec les associations de patients qui peuvent être productrices et réutilisatrices des données de santé. Et pour répondre du coup à ta question, où est-ce qu'on en est, je pense qu'en France, on a les atouts pour être des leaders sur l'utilisation des données de santé. On a cette base SNDS, donc Système national des données de santé, cette grosse base médico-administrative qui est la particularité française liée à la centralisation de notre système de santé, donc toutes ces feuilles de soins qui, une fois déidentifiées, peuvent être réutilisées à des fins de recherche. Alors, vous n'avez que des informations médico-administratives, vous n'avez pas des scanners ou des résultats d'analyse biologique, donc vous ne pouvez pas tout faire avec, mais il y a quand même énormément de choses à faire qui est un atout français. Ensuite, vous avez les établissements de santé qui se mettent en capacité d'exploiter de plus en plus les données cliniques, qui sont donc quelque part plus riches, mais dont le périmètre peut être plus restreint. Et le croisement de ces deux sources, je pense, peut faire vraiment de la France un leader sur ces sujets-là. Après, je pense qu'il y a une urgence à aller vite parce qu'au niveau international, on n'attend pas. Il y a plein d'acteurs qui se positionnent sur ces sujets de données de santé. Donc ces croisements, il faut les faire vite et il faut régler un certain nombre de questions dont on reparlera sans doute, de gouvernance d'accès, de mise en place de tarification, de financement de ces bases. Et donc, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et on est bien parti, mais il y a une vraie accélération peut-être à mettre en place. Merci. Alexandre, tu es l'acteur privé de cette table ronde. Est-ce que depuis 15 ans où la société EVA travaille sur les données de santé, est-ce que finalement aujourd'hui, d'une manière générale, la recherche privée s'intéresse à l'initiative publique sur le Health Data Hub, à tout ce qui se passe autour de ça, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui vit sa vie à côté de vos travaux ? Non. Alors la recherche privée, bien entendu, s'intéresse au Health Data Hub. Elle s'est même intéressée un petit peu avant le Health Data Hub à l'Institut national des données de santé. C'est là le vrai changement avec la loi de modernisation des systèmes de santé de Marisol Touraine en 2016 qui crée l'Institut national des données de santé et qui change complètement le paradigme parce que de statut de demandeur, l'accès à ces données était quand même quasi exclusivement réservé à des acteurs publics. On ouvre cette recherche aux acteurs publics et privés avec la doctrine de la finalité de l'intérêt public. Donc il y a vraiment un changement fondamental d'approche. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les demandes ont été crescendo par rapport à ça. Et alors après, le Health Data Hub a apporté en plus, et je le dis régulièrement à Stéphanie, c'est que le côté guichet unique est hyper important parce que pour les porteurs de projets, alors il y a les spécialistes de la donnée qui savent exactement où et comment s'y prendre, mais ceux qui ne connaissent pas les startups, aujourd'hui, il y a un guichet unique. Guichet unique, vous avez un interlocuteur au Health Data Hub qui va vous accompagner tout au long du process pour avoir accès aux données.
il y a une ribambelle de documentation, même pour des spécialistes comme nous. On a maintenant accès à une documentation sur le site du Hub qui est extrêmement bien faite. Et donc, après, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, je ne vais pas faire la pub du Hub, mais il y a un répertoire de tous les projets qui ont été déposés. INDS plus Hub, donc on est globalement en un peu plus de 4 ans à près de 5000 projets qui ont été déposés. Et sur ces 5000 projets, il y en a un peu plus de 20% qui concernent des industriels de santé. Et sur les projets industrie de santé, il y en a 1 sur 2 qui concernent les données de l'assurance maladie. Donc à partir de là, voilà, j'ai répondu à ta question quant à cet intérêt. Et après, sur les usages que font ces acteurs privés, ça va d'une étude en vie réelle de l'utilisation d'une innovation thérapeutique pour voir l'impact réel sur la prise en charge d'une pathologie. Encore une fois, comme le disait Stéphanie, ce sont des données, c'est les données de l'assurance maladie, donc elles concernent 68 millions de Français. Il n'y a pas d'équivalent au monde d'une base centralisée avec autant d'habitants, avec toutes les réserves que Stéphanie a mis quant à la confidentialité et à la sécurité. Donc ça permet de faire ça, mais également, on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Gérard sur l'accès à l'innovation. Je veux dire, ces données permettent de voir la perte de chance sur certains territoires d'accès à l'innovation thérapeutique sur des molécules innovantes, ou comme on a pu le faire avec la FHF sur la pertinence des actes et montrer qu'il y a 4 fois plus d'actes de coraux sur un territoire par rapport à un autre, sans qu'il y ait d'explication comme ça tangible. Donc, encore une fois, les usages sont multiples, aussi bien pour les acteurs privés, mais également pour d'autres acteurs qui s'intéressent à cette donnée. Merci. Jean-François, au fond, est-ce qu'il reste une place pour l'hôpital public si le Hub centralise l'ensemble des données, si finalement la recherche privée s'organise quelle est la place qu'on peut encore garder, nous, tant qu'on est là, on est entre nous, hein. Merci beaucoup, Cyril, pour ta question naïve. Bon. Donc je vais répondre d'une manière angélique, c'est ça que tu veux. Bon, bien sûr qu'il y a une place pour nos CHU, parce que, enfin, je pense pour nos hôpitaux et en particulier pour nos CHU, avec leurs partenaires académiques que sont les universités, nos EPST, parce que les centres hospitaliers, les CHU en particulier, sont acteurs majeurs dans l'offre de santé et aussi acteurs de la recherche. Et donc, les données de santé que nous produisons, qu'il faut que l'on structure, et on le fait bien sûr, en particulier pour nos travaux de recherche, sans doute sont un pétrole que l'on peut exploiter, et même si, une fois encore, l'exercice est plus compliqué que de le dire. Et ce que vit le Hub, aujourd'hui national, est assez exemplaire du chemin long, compliqué, pour arriver à structurer des données de santé pour leur permettre un appareillement qui soit le plus fiable possible. Ce sont des initiatives que déjà certains CHU ont pu prendre, et on peut évoquer EHOP pour nos collègues de l'Est de la France, mais toutes les régions aujourd'hui et nos CHU se structurent dans des projets interrégionaux de telle sorte à mieux exploiter toutes les données de santé, effectivement, dont la caractéristique est sans doute d'être très riche et qui peuvent être d'un apport important pour mieux organiser l'offre de santé, pour mieux chercher, innover et ainsi avoir un retour sur notre système de santé. Alors, les objectifs que le président de la République a pu énoncer au mois de juin, et comme le dit effectivement Stéphanie, d'accélérer le numérique en santé, parce qu'il est bien là l'enjeu, qui est un enjeu de souveraineté nationale pour la France. C'est pour ça que les sujets sont très importants. C'est que pour la médecine, il y a une évolution très importante d'une médecine très curative aujourd'hui, parfois en silo, on le vit comme ça beaucoup dans nos CHU. On voit bien que l'exploitation de données et leur appareillement avec des données non médicales, mais aussi d'environnement, elle permet aussi de développer une médecine plus prédictive, personnalisée, beaucoup plus préventive. On voit bien le champ très large que ceci peut ouvrir. On a des écosystèmes autour de nous et l'entreprise, je pense à nos startups, sont aussi très présentes dans ce domaine-là, et c'est un atout français qu'il faut aussi potentialiser. Et puis je pense que on peut déplorer parfois que la réglementation soit très exigeante, que la CNIL soit très exigeante avec nous, mais elle est aussi une forme de sécurisation très importante pour nos patients d'abord. Et le marché, il n'est pas français, il est effectivement mondial, et je pense qu'il est important que la France, l'Europe,
s'affiche comme étant en capacité de pouvoir parfaitement traiter de l'ensemble de ces données et ne pas laisser le marché à d'autres acteurs, privés ou pas privés, dans le monde, qui peut-être le feraient, mais avec des règles de confidentialité, de sécurité moindres que celles que nous pouvons garantir à tous ici en France. Merci. Justement, Laurence, si on parle de ces règles, c'est vrai qu'on a tendance à parler des structures de santé, mais on a aussi les professionnels de santé qui peuvent être impactés par rapport au fait qu'eux-mêmes sont responsables en réalité des données qu'ils saisissent dans les systèmes, etc. Qu'est-ce qui se joue au fond en termes de droit entre ces diverses relations ? Oui, effectivement, moi j'ai observé à plusieurs reprises sur différents projets de recherche menés au sein de différents centres hospitaliers qu'il y a une problématique qui est assez récurrente. Alors en droit, c'est assez clair. On a des qualifications qui sont posées par la loi Jardé. On a le promoteur, on a l'investigateur, on a le RGPD qui nous dit on a des responsables de traitement, des sous-traitants, des destinataires, des tiers autorisés. Bon, on a des qualifications. Et puis le terrain, c'est toujours un peu plus complexe. Et on a aussi des praticiens, des PUPH, des chefs de service qui ont parfois une tendance à considérer que les patients de l'établissement sont leurs patients. Et les données de santé ne sont pas leurs données de santé, mais sont des données dont ils peuvent disposer. Alors, que l'on soit bien clair, pas du tout à des fins commerciales ou autres, à des fins bien évidemment de recherche, mais ils vont transférer ces données, notamment à des associations auxquelles ils font partie, et tout ça à des fins de recherche. Et bien évidemment, sans que l'établissement ne soit au courant. Donc il faut absolument recadrer les rôles de chacun entre l'établissement et les praticiens. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une gouvernance de la donnée, des usages de la donnée. Ça ne suffit pas de nommer un DPO. Ça veut dire qu'il faut vraiment cadrer les usages. Et qui dit cadrer dit aussi avoir potentiellement se réserver la possibilité de sanctionner. Du coup, on a aussi l'utilisation des chartes informatiques. Et rarement, celles-ci sont opposables à tous les utilisateurs du SI de l'hôpital. Donc c'est vraiment une vraie problématique et dont les établissements doivent avoir conscience pour se repositionner vis-à-vis aussi des praticiens sur ces projets de recherche. Merci. C'est un sujet à part entière finalement qu'on doit aussi investiguer dans nos structures. Donc on voit bien que les données au final, c'est un sujet certes très technique, ça part du numérique, de systèmes d'information, scientifique, quand on parle de recherche, économique, on l'a vu, et aussi finalement sociétal, puisque chacun d'entre nous, en tant qu'individu, nous sommes potentiellement concernés. Mais revenons sur la question économique, Alexandre. Pour toi, c'est un sujet majeur de développement économique. Bon, on a toujours ce fantasme de la data traitée par les GAFAM, par les BATX, etc. Mais est-ce que finalement, c'est un sujet, c'est un vrai sujet économique autour des données de santé? Est-ce qu'il y a réellement un sujet économique? Je pense, mais ce que vient de dire Jean-François ou sur la valeur de ces données. Je pense que plus on continuera, on en parlait avant la conférence avec Stéphanie et Gérard, plus on s'occupera des GAFA, mais moins on s'occupera de nous. Donc aujourd'hui, on est assis sur une mine d'or. Jean-François parlait de pétrole, on est des raffineurs, quoi. Donc après, il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu'il y a à qualifier la data et à faire en sorte qu'elle soit exploitable. Mais dans le domaine des industries de santé, donc avec ma petite expérience de près de 20 ans, avant la France, c'était un comptoir commercial pour les labos pharmaceutiques. Et aujourd'hui, la France est devenue incontournable dans l'évaluation en vie réelle en Europe. C'est-à-dire que des grands laboratoires internationaux, suisses, américains, anglais, mettent en place en France des études en vie réelle à partir des jeux de données, alors de l'assurance maladie, seuls ou croisés, avec ce que disait Jean-François tout à l'heure, des données plus cliniques. Donc on croise ces données avec des études cliniques, avec des études de registre, avec des entrepôts de données hospitaliers. Et c'est là, je pense, où si on veut vraiment qu'il y ait un boom économique, c'est ça qu'il ne faut pas qu'on rate. Mais ça, c'est le rôle des politiques. Moi, je regarde ça à la fois de loin et de près, parce que je suis impatient. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est grâce à l'appariement de ces données qui ont d'un côté une richesse clinique, parce que très fine, mais limitée à un territoire ou à un établissement,
que l'on peut croiser. Alors après, on a toutes les méthodes d'intelligence artificielle, de redressement statistique, etc., avec les données de l'assurance maladie qui, tous les gens présents ici, quand ils vont chez le médecin, ils reçoivent leur feuille de sécu et on sait qu'ils ont vu un médecin généraliste, un spécialiste qui a eu tant de boîtes de ceci ou de cela. Et voilà, vous avez encore vu ce matin l'étude d'Epifar sur le vaccin Moderna qui provoque plus de myocardite. C'est avec quoi qu'ils ont fait ça? C'est avec les données de l'assurance maladie. Et vous avez vu le temps de réaction, s'il est rapide quand même. Donc imaginez s'il avait fallu monter de manière ad hoc une base en interrogeant tous les gens qui ont reçu un vaccin pour voir, c'est impossible. Donc on a effectivement, de mon point de vue, une mine d'or entre les mains. Il faut juste que tous les acteurs se mettent main dans la main et voilà. Et il y a un vrai développement économique derrière. Stéphanie, comment on développe notre singularité française, Jean-François parlait d'européenne, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en Chine, on en parlait tout à l'heure. Oui, on a déjà un petit peu mis en avant effectivement cette base nationale qui est la nôtre et qui est certainement encore sous-exploitée. Et sur les questions de modèle économique, il y a certainement un enjeu d'en faire un asset qui va bénéficier à toute la filière de recherche académique mais aussi privée. Il faut se mettre d'accord, je pense, assez rapidement sur les modalités du partage de ces données. La loi a dit beaucoup de choses. Alexandre a parlé de la loi de 2016 et ensuite en 2019, le principe du système national des données de santé a été élargi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair pour tout le monde qu'il y a une volonté d'ouverture de ces données, qu'elles doivent être accessibles, que c'est un patrimoine commun qui doit bénéficier à la médecine, à la recherche, à tous les projets d'intérêt public. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu tous les problèmes. Et notamment, on n'a pas répondu à quel retour d'investissement on apporte aux acteurs qui sont à l'origine de la collecte des données. Donc il y a des données qui sont entre guillemets collectées automatiquement dans les logiciels, dans le système d'information de la CNAM, mais après, il y a tout un travail à faire de mise en commun de ces données. Au niveau des établissements de santé, il y a des entrepôts qui se mettent en place pour extraire les données des logiciels, pour les mettre en cohérence sur les différents logiciels, pour les documenter pour qu'elles soient réutilisables à des fins de recherche, et tout ça n'est pas immédiat. Et donc on a cette problématique notamment de tarification, pas de la vente de la donnée, mais de l'accès à la donnée. Donc, comment on couvre les coûts relatifs à la mise à disposition de ces données à des tiers. Et il faut absolument qu'on règle cette question-là rapidement. Sinon, là, pour le coup, on aura du mal à être compétitif au niveau international. Et donc, il y a certainement, pour moi, deux axes de travail. Un axe autour de la redevance, qui est possible juridiquement, c'est-à-dire de couvrir une partie des coûts avec la mise en place d'une redevance qui doit être transparente, dont les modalités de calcul doivent être claires pour tout le monde. Comme ça, on ne se pose pas de questions et on n'a pas des négociations pendant plusieurs années pour accéder aux données de santé, ce qui est aujourd'hui le cas. Et certainement une vision stratégique portée par l'État sur que souhaite-t-on faire de notre patrimoine de données de santé. C'est-à-dire à 3, 5, 10 ans, on veut en être où en matière de données de santé en France? Je pense que la crise sanitaire a illustré à la fois l'impérieuse nécessité de les traiter et en même temps qu'on n'avait pas toutes les données dont on avait besoin, notamment par exemple de la médecine de ville qui ont été certainement insuffisamment exploitées pendant la première partie de la crise sanitaire. Donc on pourrait se dire notre patrimoine de données de santé idéal à 3, 5, 10 ans, ce serait ces différentes bases et qu'on soit en capacité derrière d'y mettre aussi les investissements nécessaires puisque c'est des véritables infrastructures nationales. Donc il faut aussi certainement en financer une partie par des moyens publics. Et peut-être que l'Europe va aussi nous aider finalement à développer tous ces travaux-là, puisque l'Europe est assez dynamique sur le sujet du partage des données d'une manière générale, mais aussi sur la santé, avec un Data Governance Act, un règlement qui est en cours de préparation et qui va donner quelques axes, notamment sur ces sujets de redevance, et un texte spécial sur le partage des données de santé au début de l'année 2022. Donc peut-être que l'Europe va aussi nous aider finalement à accélérer sur ces différents sujets-là qui me semble important de trancher très rapidement. Donc ce que tu dis, si je reformule, c'est non pas les établissements, par exemple, vendraient les données de santé, mais c'est plutôt un financement de la raffinerie. On parlait tout à l'heure de... Oui. On a la donnée de santé qui est du pétrole brut, en gros, et l'État pourrait financer la raffinerie, de quoi traiter la donnée, la rendre exploitable aux établissements, afin qu'ensuite elle puisse être exploitée. C'est bien ça qu'on C'est ça, il y a un vrai effort qui est fait pour que cette donnée soit utilisable. Et cet effort, aujourd'hui, les acteurs qui le réalisent demandent une compensation pour cet effort, ce qui est assez logique. Alors, Non, je voudrais juste quand même... je ne voudrais pas qu'on réduise l'utilisation des données de santé simplement à un volet économique.
Je pense que pour nous, citoyens, l'utilisation des données de santé, certes, s'il y a un fort potentiel de développement économique, etc., il y a aussi un fort développement de l'efficience de notre système de santé. Ça va améliorer la qualité de nos soins. Ça va améliorer la qualité de l'organisation de notre système de santé. Ça va améliorer effectivement l'évaluation de l'ensemble des organisations, mais aussi des parcours, etc. Donc je pense qu'au-delà d'un volet économique, certes, important, et sur lequel, évidemment, on peut discuter, il faut dire à nos concitoyens que l'utilisation de ces données de santé, dans des conditions juridiques bien claires, bien transparentes, etc., c'est quand même pour améliorer notre société, c'est pour améliorer notre vie ensemble, c'est pour améliorer notre système de santé. Et c'est que pour que chacun se sente aussi partenaire de cette évolution-là. Je crois que ça, c'est aussi important. Effectivement, les données de santé doivent permettre, notamment sur des répertoires ou sur des observatoires, sur certains territoires de la santé populationnelle, ces données de santé sont là, évidemment, pour avoir des résultats. Donc, je pense que au-delà du volet économique, il faut bien préciser que pour chacun d'entre nous, que cela devra nous permettre d'améliorer notre système de santé vers plus d'efficience et vers plus de qualité. Merci. D'ailleurs, c'est vrai que ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est le fait que l'étude Epipharm ait mis en évidence très rapidement, en réalité, l'impact du vaccin Moderna sur les gens de moins de 30 ans. Finalement, c'est déjà une avancée majeure, un atout majeur. C'est mieux que d'attendre 5 ans ou 6 ans pour constater l'impact d'une molécule. Bon, on a beaucoup parlé de droit finalement sur les 2-3 dernières interventions, mais Laurence, moi je m'interroge parce que quand on parle des différentes lois, soit nationales, soit supranationales, européennes ou même états-uniennes, est-ce que finalement le droit c'est une arme de défense aujourd'hui ou c'est plutôt une arme d'attaque sur ces questions de data ? Bon, on a dit que du coup la donnée avait une certaine valeur, surtout la donnée de santé. En droit, ça va se matérialiser par une protection. Donc on raisonne toujours quel est le support dans lequel la donnée va se fondre, va s'intégrer. On va penser aux algorithmes, on va penser aux bases de données, on va penser aux logiciels bien sûr, et éventuellement au secret des affaires. Et tous ces supports, ces formes, ce n'est pas un scoop, c'est protégé par le droit, notamment la propriété intellectuelle et on va dire de manière un peu plus subsidiaire par le secret des affaires. Donc c'est protégé et ça peut relever si on a une vision économique, c'est un actif immatériel donc, de l'établissement qui collecte donc, les données. À partir de ce moment-là, est-ce que le droit, c'est une arme de défense ou d'attaque ? Un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut raisonner déjà, il faut avoir une démarche effectivement défensive. Ça veut dire que, et je reviens toujours à une certaine gouvernance, ça veut dire que quand il y a des partenariats avec des startups, parce qu'il faut justement se mettre sur des projets où on va valoriser les données, il faut que ces partenariats, ça soit, on est le DPO, on est quelquefois la cellule d'achat, on est l'établissement, on est le service juridique qui soit au courant déjà, c'est pas le cas tout le temps, et qui soit à même de défendre les intérêts de l'établissement, mais par là même aussi des patients. Et puis bien sûr, le droit c'est aussi toujours une arme d'attaque, et on va dire il faut avoir une approche offensive dans le cadre notamment aussi de ces partenariats. Avec le privé. C'est qu'on a par exemple des projets, des POC, les Proof of Concept, on va tester des solutions pour éventuellement après faire conclure un nouveau contrat. Mais pendant cette période transitoire, on va vous accorder le droit d'utiliser gratuitement le logiciel, puis entre-temps, nous on va récupérer vos données, puis en fait on va faire du machine learning, donc notre logiciel il va progresser, puis on aura une V2, puis notre logiciel, on commercialise, donc c'est super. Il faut s'interroger sur l'économie du contrat, aussi en tant que responsable de traitement. Est-ce que le fait de donner les données, qu'est-ce qu'on a en échange ? Et si on a juste une licence d'utilisation d'un logiciel gratuitement pendant 1 an, je ne suis pas certaine que ça vaille le coup.
Il faut du coup changer d'approche. Il faut avoir une approche donc offensive avec faire apparaître les notions de résultats conjoints, d'une copropriété sur les résultats, éventuellement et avec précaution une prise de participation au sein de sociétés commerciales. Voilà, c'est des choses où il faut changer aussi d'approche et du coup vraiment valoriser ces actifs immatériels de l'hôpital. Merci. Au fond, Jean-François, l'hôpital est habitué à être au cœur de tous ces sujets sociétaux, économiques, soins, techniques, scientifiques, on l'a dit. C'est grâce à la confiance qui est renouvelée enquête après enquête, année après année, de la population vers l'hôpital. Mais finalement, comment l'hôpital peut-il être un rôle majeur aujourd'hui et demain sur tous ces sujets ? Il est sur l'objectif que Gérard Raymond a rappelé, qui donne du sens, c'est que la donnée de santé elle doit être utilisée pour améliorer l'efficacité et l'efficience de notre système. D'abord, au cœur de nos hôpitaux et en particulier des CHU, c'est une donnée, c'est un matériau essentiel pour la recherche. À ce titre-là, le sujet n'est pas simple parce qu'une donnée pour la recherche, c'est une donnée structurée. Ça veut dire qu'on y met de l'intelligence, de la propriété intellectuelle, de la propriété scientifique et on a aussi à surmonter, au-delà de tous les enjeux que tu as évoqués, Cyril, aussi un sujet culturel de nos chercheurs qui, dans une donnée structurée et appareillée, y placent leur recherche, leur créativité, leur innovation. Et donc la question se pose, comment je peux la partager, c'est ce que soulignait Stéphanie. Et on voit bien que le débat que nous avons, il est d'abord finalement avant tout culturel, de telle sorte à faire de ce bien commun, parce que c'est bien un bien commun, mais c'est aussi un bien qui contribue à la recherche en France. Et la recherche en France, elle se construit sur la publication. Donc il y a un vrai sujet là. Alors dans les mesures pour accompagner tout ceci, et en parallèle avec le hub, qui est une aventure fantastique, essentielle pour la France, et je pense que la France s'est donné vraiment une chance de pouvoir, à cette échelle-là, se donner des moyens de pouvoir le traiter, de pouvoir rayonner, non pas que sur le territoire français, mais aussi donc au-delà. Notre responsabilité de CHU, c'est aussi de considérer que pour nos communautés hospitalières universitaires, il y a aussi un chantier à ouvrir, et certains l'ont fait déjà remarquablement, c'est de structurer des entrepôts de données, pas à l'échelle de CHU, mais plutôt à une échelle régionale ou interrégionale, de telle sorte à disposer de ces données massives sur lesquelles un travail de conservation, de structuration important est fait, de telle sorte à pouvoir potentialiser notre recherche. Alors, le sujet, c'est comment on finance tout ceci, puisque c'est des investissements techniques importants et encore plus humains, parce qu'il faut de la compétence. Et je vois le SDATA Hub, qui est une politique de recrutement importante, de talents qui sont rares en France, se donne une force de frappe qui est essentielle pour que ceci fonctionne. Et comme le soulignait Stéphanie, dans une temporalité qu'on voudrait être la plus proche possible que nous, parce que tout le monde court. Et donc la France doit courir plus vite. Alors ce sujet-là, on l'a souvent échangé, on a pensé qu'un conventionnement au cas par cas pouvait être la réponse. Le benchmark international que le SDATA avait fait était très intéressant à ce titre-là, et on en mesure l'usine à gaz. Notre vision, en tout cas sur ce sujet-là, c'est de considérer sur cet enjeu majeur pour la France, c'est de se constituer en réseau, en partenariat avec le SDATA Hub, et que nos CHU, quelques gros centres hospitaliers, du centre de lutte contre le cancer, puissent se mettre en réseau et s'organiser pour constituer des entrepôts de données, y consacrer des moyens structurels, des moyens humains, et de pouvoir, sur cette base-là, qui nous met tous acteurs, se mettre dans un partenariat où on accepte aussi un partage soumis à des règles juridiques, mais aussi de traitement de données qui rassurent tout le monde. Il y a une question financière. On a plaidé avec Stéphanie, le sujet ne sera pas retenu sur le PLFS 2022, mais je l'espère 2023. C'est comme nos CHU ont bénéficié de financement il y a déjà 10 ans pour créer des centres d'investigation clinique, qu'on puisse aussi structurer en France
des centres de données cliniques qui seraient finalement la structure gestionnaire de ces entrepôts de données et qui bénéficieraient d'un financement pérenne à même de pouvoir couvrir ces investissements structurels et ces investissements humains. Et que ce réseau de centres de données cliniques puisse être en partenariat avec le hub, de telle sorte à ce que la France se structure dans tout son territoire, non pas dans une solution jacobine qui serait uniquement portée par le hub, mais par des structures qui sont à la fois productrices de ces données, sièges, lieux de compétences, d'expertise, de recherche, parce que la donnée, elle ne se traite pas sans les chercheurs. Donc il faut que les CHU, l'université, nos EPST restent très acteurs sur cet usage, et comme je le disais, parce qu'il y a une propriété intellectuelle, une dimension culturelle qu'il ne faut pas ignorer. Et donc qu'on puisse avoir, comme nos CIC, une dotation socle, et puis peut-être une dotation variable qui viendrait ainsi financer en complément des centres qui, justement, alimenteraient encore un peu plus ce patrimoine national. Quand je dis ça, on bouscule beaucoup de choses, parce que la recherche en France, elle est reconnue scientifiquement, elle est financée par SIGAS-SIGREC, par la publication. Là, on ouvre la porte sur un nouveau financement de la recherche, sur la donnée qui se partage. Vous voyez que je suis sur deux logiques qui pourraient paraître contradictoires. Et puis, deuxième sujet, important dans ce domaine qui dépasse les données de santé ou qui l'embrasse pleinement, c'est la cybersécurité. On en parle beaucoup, on attend beaucoup des hôpitaux comme acteurs dans ce cadre-là. Je pense qu'on attend trop d'eux quand je vois les investissements considérables que nous devons assumer en parallèle de nos investissements sur la convergence territoriale au sein de nos GHT, de l'adhésion pleine et entière au Ségur du numérique et au déploiement du DMP, enfin tout ce qui se fait actuellement pour lequel on s'investit pleinement. Mais demander aussi aux établissements de mobiliser des moyens structurels et humains qui sont de plus en plus rares, qu'on ne trouve pas d'ailleurs, pour aussi assurer une cybersécurité à l'échelle du territoire national, et peut-être trop leur demander dans le temps. Je pense que là aussi, c'est un sujet de souveraineté nationale et qui sans doute doit relever d'un financement d'État. Chaque établissement de santé, on sait bien comment on peut être attaqué, capté dans nos données. Mais tout ceci n'est possible que par des réseaux, que l'État sécurise tous ces réseaux. Nous sécurisons nos digues, mais c'est un enjeu aussi d'investissement dans l'avenir. Si on veut aussi que cette donnée elle soit sécurisée dans ses conditions de conservation, de traitement, mais aussi dans ces tuyaux qui permettent le partage. Merci. Donc là, deux points vraiment très importants. C'est vrai que la cybersécurité, je te remercie de l'avoir évoqué, puisque c'est vraiment un point très important. On rappelle que les établissements support de GHT ont été désignés opérateurs de services essentiels, ce qui a un certain nombre de conséquences aussi juridiques. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais ça implique un certain nombre de responsabilités nouvelles. Et là, ce que tu dis, c'est en réalité l'hôpital est en attente aussi d'une présence forte de la part de l'État pour sécuriser l'ensemble du dispositif. Et le second point, c'est que finalement, on avance vers ce que le rapport parlait de hubs locaux à l'époque. On avance sur finalement la constitution avec non seulement des données, mais d'intelligence, d'analyse, d'interprétation de ces données et de recherche avant de pouvoir les partager. Pour finir cette table ronde, il nous reste 10 minutes, ça passe très vite. On va revenir sur la question éthique que Gérard évoquait en début de table ronde, mais Gérard, je vais vous poser la question en dernier, si vous le permettez cette fois. Comme vous avez ouvert la table ronde, je vous laisserai la terminer. On voit bien qu'on est dans un pays où finalement ces questions éthiques, elles sont très importantes, puisqu'en réalité, elles sont très corrélées à la confiance que la population elle accorde ou non à certains sujets, et on y est évidemment très attaché. En tout cas, c'est très culturel chez nous en France, je pense, plus que dans certaines sociétés anglo-saxonnes. Mais la recherche étant internationale, les entreprises étant en compétition internationale, est-ce que finalement cette éthique à la française, Alexandre, c'est un frein pour l'industrie que tu représentes aujourd'hui, ou est-ce que finalement c'est natif et c'est utile ? C'est plus qu'utile, c'est indispensable. Donc j'ai noté la remarque de Gérard, mais je partage complètement son approche. Alors, le développement économique n'empêche pas l'éthique.
Donc l'usage des données personnelles de santé est déjà extrêmement encadré par la loi informatique et liberté, et les données du SNDS, l'usage des données du SNDS ont des finalités propres qui ont été définies par la loi, qui est l'information sur la santé des citoyens, la meilleure organisation des soins, la recherche et l'évaluation dans le domaine de la santé. Et donc, pour que les acteurs privés aient accès à ces données, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il y a des finalités interdites. Il est interdit d'utiliser ces données pour faire de la promotion des produits de santé ou pour exclure des garanties de risque des patients. Et en plus de ça, lorsque les responsables de traitement sont des industries de santé ou des assureurs, soit ils doivent démontrer qu'ils ne peuvent pas poursuivre les finalités interdites, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a toujours pas été réalisé, soit ils travaillent avec des laboratoires de recherche ou des bureaux d'études qui eux-mêmes s'engagent auprès de la CNIL à respecter un référentiel de confidentialité, expertise et indépendance. Donc aujourd'hui, ces usages sont extrêmement encadrés, et pour couronner le tout, et ça fait aussi le lien avec ce qui vient d'être dit sur les publications, c'est qu'il y a un engagement de transparence et de communication sur les usages et les études qui sont faites. Donc aujourd'hui, c'est pas un frein, ça a peut-être pu l'être au tout début lorsque les textes de loi sont sortis, et il y a peut-être eu une petite peur naturelle au départ, mais aujourd'hui, je pense que les acteurs privés qui sont porteurs de projets connaissent les règles éthiques qui doivent encadrer l'usage de ces données de santé. Et de mon point de vue, c'est pas un frein du tout, et c'est indispensable de toute façon. Merci. Laurence, on a parlé tout à l'heure de différents points de droit, mais RGPD, directive Nice, notamment sur la cybersécurité, ça vient d'être évoqué, mais je m'est venu aussi en préparant cette conférence la question des LAP, tu te souviens, les logiciels d'aide à la prescription, où finalement la question était une question très nationale et remontée au niveau européen, qui a dit le droit en réalité au niveau européen. Donc, est-ce que finalement sur ces questions, on peut spontanément, naturellement se dire que c'est l'Europe qui est ou qui sera à la manœuvre ? Alors oui, on a un cadre européen qui est très évolué, et on ne peut que s'en réjouir en tant que citoyen et personnes concernées. Maintenant, il y a plusieurs remarques. Il y a déjà cette harmonisation. Le RGPD, c'est un règlement européen, donc on a utilisé un instrument juridique qui a une vision qui s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne, contrairement à la directive. Mais en réalité, pour tous les traitements relatifs à la recherche et aux données de santé, toutes les dispositions sont dans notre loi française, dans la loi informatique et liberté. L'exploitation des données du SNDS, les dispositions que vous avez citées, Alexandre, c'est dans le Code de la santé publique. Donc en fait, on se retrouve avec pas vraiment d'harmonisation, on va dire on a un socle, mais vraiment le détail, on en revient aux dispositions nationales. Donc ça reste quand même un frein, et notamment pour les acteurs économiques qui ont une vision forcément au moins d'un marché européen, si ce n'est international. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on a donc plein de règles. C'est bien. Maintenant, il y a une expression qui dit que le plus est l'ennemi du bien, et j'ai envie de rajouter, surtout quand on n'en a pas les moyens. Et là, c'est un peu ce qui a été dit là aussi par rapport à la cybersécurité. Mais pour reprendre des exemples sur les formalités, si on s'inscrit dans le cadre donc, d'une méthodologie de référence pour des recherches en santé, il y a effectivement, du coup, on est obligé de s'astreindre à des formalités en amont de la recherche et en aval, une fois qu'on a les résultats. Mais je me suis amusée, alors je vous rassure, avec un statisticien, parce que les avocats et les maths, c'est pas notre fort. Mais en tout cas, on avait fait les calculs, et on était à moins de 10% d'acteurs, quand on croisait les données du HDH et de la CNIL, qui avaient respecté ces formalités. Donc, c'est vrai, voilà, on a tout ce foisonnement de règles, c'est bien, ça cadre, mais maintenant, encore faut-il qu'on ait les moyens. Et là, je mets les pieds dans le plat, mais en tant que DPO, si on choisit toujours les DPO selon les règles de la commande publique avec un critère du moins 10 ans, si on s'astreint à un DPO qui a une intervention au sein du centre hospitalier avec tous ces projets de recherche et toutes ces données avec une intervention
intervention à quelques jours seulement par semaine, eh bien, on n'a pas toutes les garanties. Et on ressort après avec soit des projets, on les sort, mais au détriment des droits des patients, au détriment de la sécurité informatique et au détriment, comme je l'avais dit, de la protection des actifs immatériels de l'établissement. Ou bien on fait les projets, ils sortent, mais ou alors plutôt, excusez-moi, les projets sortent pas. Et là, on l'a dit, ça se fait au détriment aussi des patients, puisqu'on ne bénéficie pas des projets de recherche. Donc, il faut les moyens. Il faut se donner les moyens, mais il faut aussi les moyens, les deux. Voilà. Merci. On fera réagir Jean-François tout à l'heure sur la question des moyens. Stéphanie, éthique, cybersécurité, juridique, comment la directrice générale du Hub peut garantir tout ça aux citoyens que nous sommes et il y a sûrement des données déidentifiées de Monsieur Politi-Cyril dans le Hub. Comment tu peux garantir que l'ensemble de tout ça est bien respecté? Non, mais effectivement, je peux que m'inscrire dans tout ce qui a été dit. Donc, il y a des exigences juridiques qui donc le Health Data Hub a été créé par la loi. Sa mission est quand même hyper stratégique eu égard aux données qu'on a vocation à rassembler au Health Data Hub. Donc, on a tous ces enjeux juridiques avec lesquels on cohabite au quotidien, y compris sur les questions de propriété intellectuelle et sur les questions de partage de la valeur. Ensuite, il y a tous les aspects cybersécurité pour sécuriser les données qui sont hébergées. Alors après, en vérité, il n'y a pas beaucoup de place à la créativité parce qu'on a beaucoup de textes, y compris un référentiel de sécurité du système national des données de santé qui est assez précis sur toutes les exigences à respecter. Et nous, compte tenu de notre position dans l'écosystème, il se trouve que même avant la création du Hub, au moment de la préfiguration au ministère de la Santé, on a travaillé avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère et l'ANSSI dès mai 2019. Et le Hub a été créé en décembre 2019. Donc, c'est vraiment des enjeux qu'on embarque depuis le démarrage. Et en fait, à vrai dire, pour rejoindre un peu ce qui a été dit sur la partie bénéfice, c'est hyper important de se rappeler pourquoi on fait les choses aussi, pour ne pas se laisser complètement, entre guillemets, noyer par ces considérations juridiques et techniques, et bien se rappeler qu'on a un usage final pour ce qu'on est en train de mettre en place et que l'outil délivre et soit utilisable aussi. Après, il faut aussi avoir en tête que le Health Data Hub est un service. Moi, j'aime bien dire que c'est une sorte de service public de la donnée de santé pour être un peu concret, mais c'est pas nous qui prenons l'essentiel des décisions en fait juridiques. Les projets qui sont portés du coup par un chercheur, une entreprise, un établissement vont être déposés chez nous en tant que guichet administratif. On regarde si le dossier est complet, donc effectivement il y a un certain travail à faire de complétude du dossier, notamment au regard de la méthodologie scientifique, mais aussi de l'information patient et un certain nombre de choses. On accompagne les porteurs pour les aider justement à apprécier cette démarche qui est quand même complexe, mais on en comprend aussi les enjeux. Ensuite, nous, si le dossier est complet, on le transmet au CESRES, donc c'est un comité éthique et scientifique qui, lui, va regarder si le projet vise bien l'intérêt public, est-ce qu'on mobilise des données de santé de personnes à bon escient ou pas. Si le projet n'a pas d'intérêt, entre guillemets, pour la société, il n'y a pas de raison qu'on mette en risque les données pour le réaliser. La méthode proposée par les chercheurs, est-ce que ça tient la route, la manière dont le projet va être développé, le périmètre des données demandées. Si vous n'avez pas besoin de plus de 2 ans de profondeur, vous n'utiliserez pas 10 ans de profondeur pour faire votre projet. Donc, c'est vraiment ce comité qui est créé par décret, dont les membres sont listés, qui doit regarder ces aspects-là. Il rend un avis qui peut être favorable, réservé, défavorable. Et si l'avis est favorable, le dossier est transmis à la CNIL, qui à la fin est la grande prêtresse, si je puis dire, de l'accès aux données. Donc c'est vraiment la CNIL qui va mettre le tampon final, sauf si on est dans le cadre d'une méthodologie de référence, mais où les critères respectés sont très très précis, afin justement de pouvoir s'inscrire dans des sortes de fast-track. Mais sinon, on passe par la CNIL. Et nous, on met à disposition les données correspondant à l'autorisation de la CNIL au projet autorisé au niveau du Health Data Hub, et évidemment pas que nous, les autres acteurs qui sont en capacité de mettre à disposition des données. Donc on a tout un cadre bien au-delà du Hub pour faire en sorte de respecter ces aspects-là. Merci, c'est
C'est très clair, même si effectivement on comprend que la mécanique a une certaine complexité inhérente au fait de devoir sécuriser, mais c'est ce que disait Laurence tout à l'heure. Mais là on voit que c'est quand même bien cadré et que les méthodologies de référence, on ne va pas s'étendre, mais c'est vrai, servent en même temps à garder ce cadre et tout en facilitant quand même l'accès, la souplesse et la rapidité d'accès. Jean-François, la question qui fâche, finalement, tout ça coûte un peu d'argent. L'hôpital, on voit bien, on a compris le rôle essentiel de l'hôpital dans tout le dispositif, et notamment de l'hôpital universitaire, la recherche, etc. Et de son rôle, presque son rôle moral même, hein, de l'hôpital sur ces questions. Encore une fois, est-ce que, même si c'est pas dans le PLFFS 2022, est-ce que tu crois quand même qu'on a on a des chances que les choses puissent avancer rapidement, en tout cas au rythme qu'on souhaiterait? Je crois qu'on investit tous au mieux pour donner plus de place et être, à ce sujet, être en capacité de mieux traiter cette donnée, puisque vous étiez sur une dimension éthique. Il ne serait pas éthique d'ailleurs de ne pas partager la donnée et de ne pas l'exploiter. Et l'avis du CCNE, il y a quelques années, y répondait d'une manière très, très explicite. Il y a des investissements, ils sont en cours. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en plaidant un soutien financier qui est à la mesure de cet enjeu qu'on essaye de partager là, cet après-midi entre nous tous. Il y a un rôle aussi de l'hôpital, aussi dans la sensibilisation de la population, de nos patients aussi en particulier, sur l'intérêt de partager cette donnée, de l'exploiter. Et je pense que l'hôpital public peut, je ne sais pas s'il a un rôle, mais une responsabilité morale, pour reprendre ton terme aussi, de prendre sa part aussi dans cette information, formation et sensibilisation. Ça veut dire aussi que la science... elle prend peut-être plus de place encore dans notre France qu'elle n'en a aujourd'hui. La crise a révélé quand même une présence de la science qui nous a quand même beaucoup éclairés. Et dans la crise Covid, je vois la task force qui avait engagé, et vous avez été vous-même la cheville ouvrière sur le hub, des travaux sur les données, sur la prise en charge des patients Covid à l'hôpital, en EHPAD. On s'est à la fois réjoui de pouvoir avoir quelques données qui ont éclairé certaines décisions, qui d'ailleurs entre nous, quand on l'a fait, quand on a traité les choses, nous permettaient aussi, dans un territoire entre structures hospitalières, de mieux organiser les prises en charge. Et puis on a aussi mesuré le grand vide aussi du champ médico-social où aucune donnée, alors même qu'il se passait beaucoup de choses. Bon. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu et une place à donner à la science, à notre capacité à pouvoir produire, à aussi la partager simplement avec aussi pédagogie. Et à ce titre-là, je pense que l'hôpital continuera à prendre toute sa part pour cela. Merci beaucoup de ce message positif. Gérard, dans 5 minutes, je dois être à l'animation de ma prochaine table ronde, les femmes du numérique en santé. Donc le mot de conclusion vous revient. Et depuis 3 minutes, je dois parler des territoires en santé voilà. Alors, dans une autre conférence. Moi, je pense qu'avec les données de santé, mais on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, nous sommes en train de transformer notre système de santé, mais aussi notre société. Et ce que vous disiez était très intéressant dans la nécessité de partage, de créer une vraie toile avec des points, mais qui se raccordent et qui soient interactives en permanence, avec le hub qui pourrait être au milieu, cet entrepôt qui donnerait de la dynamique et qui permettrait de faire des échanges. On voit bien qu'on a construit un système de santé extrêmement cloisonné, corporatif, etc. Par les données de santé, on est en train de faire exploser l'ensemble de ces cloisons. On est obligé de partager l'ensemble des données, que ce soit le médecin généraliste avec le pharmacien, avec l'infirmière, que ce soit dans le cadre des hôpitaux, avec l'ensemble des spécialistes. Donc c'est toute une culture aussi qu'il nous faut mettre en place des professionnels de santé, mais aussi des citoyens vis-à-vis de ces données de santé. Et c'est donc dans cette mesure-là qu'il faut que nous ayons cette vision d'une éthique pour le meilleur d'entre nous,
pour qu'on en fasse le meilleur et non pas le pire, parce que malheureusement, on pourrait en faire le pire. C'est comme cela que nous le concevons. Nous avons la chance en France, et ça a été dit, d'avoir des bases extrêmement énormes avec l'assurance maladie, et avec les hôpitaux. Il suffit maintenant effectivement que l'on ait cette véritable culture, cette volonté pour pouvoir travailler sur ces données de santé, les échanger et avoir cette vision pour le mieux de l'ensemble de nos concitoyens. Nécessairement, et Stéphanie l'a dit aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, c'est un carcan pour pouvoir arriver à établir ce qui est normal, parce que quand même, on a quelques craintes sur la sécurité. Il faudra aussi certainement renforcer certains textes, mettre des garde-fous à certains endroits. Je pense que le législateur se devra aussi peut-être de renforcer des sanctions demain. Sur l'investissement, c'est indéniable. Si nous voulons que ce pays, qui a démontré que son système était au bout de souffle, redonner du sens à ce système de santé, redonner du sens aux soignants pour pouvoir mieux soigner l'ensemble de nos concitoyens, il va bien falloir investir. Et on ne peut investir que sur des outils qui vont faciliter effectivement l'utilisation des données de santé, l'intelligence artificielle, la mise en relation de l'ensemble de nos concitoyens. Donc c'est une évidence, le président de la République l'a dit, mais faudra-t-il demain que effectivement ça soit dans les faits, ces investissements-là qui seront toujours insuffisants, mais qui doivent permettre de mieux travailler. Encore une fois, en conclusion, si nous voulons réussir, nous ne réussirons que tous ensemble. Ça, c'est une évidence même. Et donc, cela a été fait depuis le début. Cela doit se poursuivre malgré les réticences de certains, les interrogations de certains. Il faut les entendre. Les craintes de certains, il faut les entendre, y compris de certaines structures associatives qui, évidemment, pointent. C'est parce qu'elles n'y voient pas l'intérêt majeur. Ou tout au moins, elles émettent certaines craintes parce qu'elles sont peut-être dans des modèles anciens. Il faut convaincre ces gens-là. Et si nous ne gagnons pas la confiance de l'ensemble de nos concitoyens, nous ne réussirons pas. C'est une responsabilité, y compris au milieu associatif, mais y compris vous, professionnels de santé, y compris institutions, à gagner cette confiance de l'ensemble de nos concitoyens pour bâtir, avec les données de santé, un système de santé plus efficient, plus efficace, plus humaniste aussi. Curieusement, beaucoup plus humaniste. Redonner du sens au système de santé, c'est quand même quelque chose aujourd'hui, et on le voit tous, qui est essentiel. Et les données de santé sont peut-être l'outil qui doit nous permettre d'avancer plus vite vers ce système plus solidaire et plus efficient que nous souhaitons tous. Bien, merci. Voilà qui conclut de façon positive notre table ronde de cet après-midi. Je vous remercie à chacune et chacun d'être intervenu et merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde en espérant qu'elle ait répondu au moins à une partie de vos questions, sachant que peut-être ça en aura fait naître d'autres. Bon après-midi.